On en parlait depuis plusieurs mois, ça y est, le cap des 3000 dollars l'once a été touché par l'or. C'était vendredi, et après 27% de hausse déjà l'an dernier, l'or gagne encore 13% depuis le début de l'année. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour à Charles tous. Sana, fondateur du site Insolentiae. Bon, on peut dire que c'est la politique de Trump, notamment, et ses menaces douanières à répétition, qui a propulsé l'or donc sur ses plus hauts sommets historiques. Et oui, David, la peur au retour de l'inflation, puisque qui dit tarif douanier, c'est-à-dire droit de douane, hein, tarif en américain dans le texte, mais ça se traduit en bon français par droit de douane, eh bien, ces droits de douane, et vous imaginez bien que si vous mettez 200% de droits de douane sur le champagne français, eh bien, le taux d'inflation de la ménagère américaine et le prix du caddie moyen aux États-Unis va évidemment flamber, en tout cas pour ceux qui achètent du champagne, et ils seront surtout moins nombreux si les droits de douane devaient être aussi importants. Mais au-delà de l'exemple pour sourire, vous avez bien compris la logique, David, c'est une logique du retour de l'inflation et de la peur du retour de l'inflation. Et donc, c'est ça qui, évidemment, apporte un carburant important à la hausse de l'or, avec un deuxième phénomène, on en parlera peut-être un petit peu, mais ce qui est une baisse inattendue du dollar. Et donc, et donc, euh, donc Et oui, donc donc ça, l'or étant coté en dollars, voilà, généralement, quand le dollar baisse, l'or mécaniquement s'apprécie un petit peu évidemment. plus en dollars. Donc c'est ce contexte géopolitique qui est toujours tendu, qui s'est dégradé, il faut dire, ces derniers temps, qui est le principal facteur explicatif de cette ruée vers l'or. Oui, c'est-à-dire que c'est le retour au sens large, David, de la géopolitique dans tout ce qu'elle a de complexité. C'est de la géopolitique en ce qui concerne le commerce mondial et les affrontements majeurs entre les grandes zones commerciales que sont les États-Unis, l'Union européenne et puis le bloc eurasiatique de l'autre côté. On va mettre la Russie et la Chine un peu ensemble. Donc voilà, donc on est dans un affrontement commercial. On est dans un affrontement militaire. La guerre en Ukraine, souvenez-vous de Trump, bravache, qui disait moi, j'arrive et puis en 48 heures, j'organise la paix en Ukraine. C'est un petit peu plus compliqué que ça, et évidemment les forces de rappel sont un petit peu plus fortes que ça, et donc c'est plutôt en 2 mois qu'il va pouvoir organiser la paix s'il y arrive, plutôt qu'en 48 heures. Donc on n'est pas du tout sur la même échelle de temps. On voit également que cette période de transition vers un processus de paix est en réalité aussi porteuse de grands périls et de grandes menaces, parce que tout le monde ne veut pas de la paix. Alors on est pour, on est contre, c'est pas le sujet, mais d'un point de vue analytique, tout le monde n'est pas pour la paix, et donc on forme d'enchères, de négociations, même de tensions paroxystiques paradoxales, alors qu'on est en train de rentrer dans un processus de paix. Finalement on obtient l'inverse, alors que le dollar avait tout pour s'apprécier. Bien finalement il baisse. Donc vous voyez, il y a des espèces de contre-pieds qui sont faits actuellement, et dont les marchés sont victimes, et dont la géopolitique est victime. Vous avez là-dessus rajouté les tensions au Moyen-Orient, qui ne sont absolument pas ni réglées ni apaisées, que ce soit sur Gaza, que ce soit au Yémen, que ce soit avec l'Iran. Voilà, on sent qu'on peut à n'importe quel moment, là aussi, avoir une flambée de violence et des tensions paroxystiques. Donc, c'est par l'ensemble de ce contexte que l'or est porté. Et puis, n'oublions pas, David, parce que quand on parle d'or, on parle de monnaie, on parle de réserve de valeur. Bien entendu, dans le contexte que nous avons évoqué, je ne peux m'empêcher de vous citer l'un des derniers tweets d'Elon Musk sur le coût de la dette aux États-Unis: 1200 milliards de dollars d'intérêts sur les 12 derniers mois, 1200 milliards de dollars d'intérêts uniquement pour payer les intérêts de la dette américaine accumulée. Et Elon Musk a dit We are going to fix it, nous allons régler ce problème.
1200 milliards de dollars d'intérêt pour la dette américaine. C'est la même problématique en Europe, c'est particulièrement la même problématique pour la France, avec une flambée du coût de la dette et des intérêts que nous devons payer. Nous avons, David, un problème monétaire devant nous. Que vont faire les banques centrales? Comment les États vont régler le problème? La réponse n'est pas encore certaine ni encore donnée. Et ça nous renvoie au débat sur la mobilisation de l'épargne pour la guerre en Russie et pour le réarmement, mobilisation de l'épargne dans un processus de paix pour faire du réarmement. Il y a une petite contradiction dans les termes qui nous cache autre chose, qui est le financement des intérêts de la dette. Bon, et si un accord était signé justement en Ukraine, ce ne serait pas négatif entre guillemets pour l'or? Ça ferait refluer l'or ou même pas? Oui, alors ça peut tout à fait faire consolider le métal jaune, David. Ça ne change rien aux fondamentaux économiques. Alors, il est évident que les guerres ont toujours précipité les défauts de paiement des États. Vous savez bien que quand on regarde un petit peu historiquement l'histoire de nos monnaies économiques, les monnaies déraillent quand les guerres sont là, parce que le coût des guerres est tel que de toute manière, ça ne peut pas être financé autrement que par la création monétaire. Donc aujourd'hui, on voudrait nous faire croire qu'on va pouvoir réarmer la France ou financer un coût éventuel de la guerre contre la Russie en mobilisant l'épargne des Français. C'est totalement faux, David. Je rappelle quand même que la guerre d'Indochine, c'est un peu moins de 8% de dépenses du PIB en dépenses de défense, c'est 8% du PIB français de l'époque, avec 30 à 40% du coût de la guerre qui est pris en charge par les États-Unis qui veulent endiguer le communisme avant de s'impliquer physiquement en Indochine, ce qui deviendra la guerre du Vietnam. La guerre d'Algérie, on est aux alentours de 5-6% du PIB en dépenses de défense. Et à ces moments-là, et bien évidemment, la monnaie française, elle file, et on utilise non pas l'impôt, mais on utilise avant tout la banque centrale et on monétise. Et ça, c'est valable dans toute l'histoire. Les États-Unis, quand ils vont récupérer notre guerre d'Indochine pour la transformer en guerre du Vietnam, en 1971, la parité or-dollar n'est plus tenable. Et donc, c'est les accords de la Jamaïque et c'est la fin de Bretton Woods. Les guerres entraînent toujours des problèmes monétaires. Guerre égale problème monétaire. Après, j'imagine, c'est ceux qui nous regardent qui se disent, voilà, c'est vrai qu'on va leur rappeler, depuis 2019, le cours de l'or a doublé. Après, voilà, pour ceux qui n'en ont pas acheté jusqu'à présent, est-ce que l'or peut aller encore plus haut? Qu'est-ce qui pourrait le justifier? Est-ce que ce n'est pas trop tard d'ailleurs pour en acheter quand on est passé à côté? Monseigneur, il est toujours l'or pour acheter de l'or. Il est 8 heures. Il est 8 heures et il en manque une, si vous écoutez bien, il en manque une dans la cassette. Plus sérieusement, David, est-ce que c'est le moment? On pourrait tout à fait, sur ce passage des 3000 $ l'once, connaître un petit mouvement de repli, de recul. Bon. Le gros problème, le fond du problème, c'est un problème monétaire, David. D'accord? Nous avons un problème monétaire considérable qui est sous-jacent depuis des années. Ce n'est pas nouveau. Quand vous regardez l'évolution de la masse monétaire, quand vous regardez l'évolution de l'endettement accumulé dans tous les pays occidentaux, et quand vous comparez cet endettement à la croissance réelle, globalement, pour faire 1 euro ou 1 dollar de croissance, on fait entre 2 et 5 dollars ou d'euros de dette en fonction des années. Si je vous prends les années Covid, j'ose même pas vous en parler. Si je vous prends les années post-crise des subprimes, j'ose même pas vous en parler. On était à 1 pour 5, 1 dollar de nouvelles dettes, 1 dollar de croissance pour 5 dollars de nouvelles dettes. Donc, on est face à une montagne de dettes et d'endettement.
Et donc, cette montagne de dettes et d'endettement, on va pouvoir gagner encore un petit peu de temps. Hein. C'est-à-dire qu'en France, on est taxé qu'à 80% des richesses créées. On va pouvoir peut-être monter encore à 85%. C'est pas 80%. Je vois où vous sortez ça, la Ah pression. si. Ah, Les prélèvements obligatoires sont à 48% ou 46%. Non, David. Si vous prenez un entrepreneur, d'accord, vous prenez une entreprise, vous lui mettez toutes les charges, toutes les taxes, tout ce qu'elle paye, que ce soit des cotisations sociales, des CFE, la taxe emballage, vous faites tout le cumul des taxes, vous mettez la TVA, le machin, le truc. Quand il y a 100 balles de richesse créée et de chiffre d'affaires réalisé, vous avez au mieux, à l'arrivée, 20. Ça, c'est au mieux. En réalité, il y a moins. Donc non, la pression fiscale en France, elle est absolument effroyable, mais rassurez-vous, on peut encore la monter. Et je vous donne un exemple là comme ça qui me traverse l'esprit. Le livret A n'est pas taxé, d'accord? Bon, en termes de justice sociale, il n'y a aucune raison que l'argent gagné par les livrets A de tous ces méchants capitalistes français ne soit pas, lui non plus, imposé à la flat tax, CSG, CRDS et tout le tintouin. Donc, vous pouvez taxer, par exemple, les livrets A, vous pourriez taxer autrement les PEA, etc. Donc, on peut encore taxer, rassurez-vous, il y a encore de la marge. Donc, on va pouvoir encore gagner un petit peu de temps comme ça et acheter un petit peu de délai pour faire croire à notre solvabilité. Les États-Unis vont pouvoir faire pareil. Mais à un moment donné, nous serons face au mur de la dette, David. Et donc, là se pose le choix ultime. Que fait-on? Est-ce que nous monétisons la dette? Est-ce que nous considérons que cette dette, elle est finançable par l'économie réelle? Et la réponse est non, David. Nous ne sommes plus capables aujourd'hui de financer objectivement et nos dépenses annuelles et le stock de dette accumulé avec des taux d'intérêt somme toute relativement normaux, entre 3 et 5%. Avoir un prix de l'argent entre 3 et 5%, il n'y a rien de délirant. 3 500 milliards d'euros de dette à 5%, vous êtes à 200 milliards d'euros d'intérêt et les recettes de l'État sont à 300 milliards par an. Donc autant vous dire que merci, au revoir, ce n'est pas possible. Donc, si ce n'est pas possible, et si ce n'est pas possible à un moment donné de taxer 100% de la richesse produite par les gens, sinon les gens arrêtent de travailler, il va y avoir une résolution monétaire de ce sujet, David, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Certains ont donné un nom à ça, c'est la grande réinitialisation, The Great Reset, comme l'avait évoqué Klaus Schwab à Davos. Il y aura un grand reset monétaire. Et donc ce sera bon pour l'or, parce que si on reste sur notre sujet, voilà. L'or, en tout cas, David. Ouais, mais en dehors de ce cas très extrême, qu'est-ce qui peut faire monter l'or? Il n'est pas extrême, David. Non, mais David, il n'est pas extrême. Il est inéluctable. Nous allons avoir une résolution monétaire de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce qui est potentiellement extrême, c'est la manière dont ça pourrait être fait, ou la manière dont ce sera mal fait ou très bien fait, d'accord? Si c'est très bien fait, David, il n'y aura rien d'extrême dans cette réalisation monétaire. Si on fait un tout petit peu d'histoire, nouveau franc, ancien franc, franc piné, ce n'est jamais rien que des réinitialisations monétaires. Voilà, c'est pas si extrême que ça. L'histoire de l'humanité et du monde est faite de réinitialisation monétaire. Donc il n'est pas trop tard pour acheter de l'or. Non, parce que l'or permet de transférer de la valeur à travers, on va dire, ces écluses monétaires et ces paliers monétaires à chaque fois qu'on change de monnaie, de référentiel, qu'on dévalue, qu'on réévalue une monnaie. D'ailleurs, on finit là-dessus, il y a de plus en plus de particuliers qui s'intéressent à l'or, manifestement. Mais oui, parce qu'il est 8 heures, monseigneur. Et donc, c'est vraiment le moment de s'y intéresser. Dedans qu'on peut maintenant aussi investir via de l'or papier sans pour autant détenir de l'or. L'or, c'est largement financiarisé. Hein. L'or, c'est largement financiarisé. Vous avez même des ETF, vous avez des trackers. Le GBS, par exemple, qui est un tracker assez connu. Alors, attention d'ailleurs, si vous utilisez de l'or papier, David, vous avez des produits qui sont soumis au risque de change et d'autres qui ne le sont pas. Ouais. Le label Conto ou pas Conto. Voilà. Donc,
juste que ceux attention qui nous écoutent. au risque de change, toujours. Voilà, attention au risque de change. Évidemment, vous pouvez avoir une appréciation de l'or en dollars, mais si le dollar, par exemple, baissait très significativement, ben, vous pourriez avoir une baisse dans votre monnaie à vous et à nous, qui est l'euro. Voilà, donc attention au risque de change sur l'or papier, mais oui, c'est largement financiarisé et ça se négocie d'un clic via vos sites préférés. Préférés. Exactement. Allez, merci beaucoup, Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles, salut. Merci David, merci à tous, bonne semaine.